Les diagnostics positifs de la rupture prématurée de membrane, Hajar Battaï. Merci, bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de m'avoir associé à ce thème assez intéressant. Je suis honorée d'être parmi vous. Donc, le thème, donc, il paraît assez simple, le diagnostic positif de la rupture prématurée des membranes. Et pourtant, donc, on va voir que dans certaines situations, quand même, il y a un doute. Tout a été dit. Donc, l'RPM, elle est définie par une solution de continuité des membranes ovulaires. Le problème que ça met en communication la cavité amniotique qui est censée être stérile avec le milieu extérieur, avec tous les risques d'infection surtout, et avant toute entrée en travail. Donc ça complique 2 à 3% des grossesses. 30% des femmes examinées le sang pour une suspicion de rupture prématurée des membranes. Quand même, c'est un chiffre assez important. 25 à 30% des prématurités sont dues à la rupture prématurée des membranes. La moitié, heureusement, est entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée. Et la pertinence du diagnostic pose un enjeu important. Pourquoi? Donc, récuser le diagnosticateur peut priver la patiente d'une prise en charge adéquate pour réduire les complications. Et aussi, un diagnostic abusif expose à une prise en charge inutile et potentiellement délétère pour la patiente. Donc, un petit rappel, les membranes, elles sont donc composées de l'amnios du chorion. L'amnios, il est ni vascularisé ni innervé, idem pour le chorion. Donc, l'amnios, c'est du côté fœtal. Le chorion, c'est plutôt le côté qui est accolé au décidua, c'est le côté maternel. Si jamais donc, on va avoir une rupture prématurée des membranes. Le diagnostic positif, donc, il est surtout clinique dans 90% des cas. Il est basé sur l'anamnèse déjà. C'est un écoulement liquidien qui est donc c'est un écoulement qui est abondant, qui est intarissable, qui survient d'une manière brutale, à répétition, qui a généralement une odeur fade. Le diagnostic, il est aisé, surtout lorsqu'on remarque quelques gros mots blanchâtres. Et l'écoulement, il est donc continu, accru par la mobilisation du fœtus et par les mouvements maternels ou par la toux. Les signes physiques, donc on aura une hauteur utérine qui est diminuée. Il y a le signe de bonheur, donc si jamais on fait une petite expression utérine, il y aura un écoulement du liquide amniotique. Au spéculum, on va confirmer le diagnostic par l'origine endo-utérine de l'écoulement et on va objectiver du liquide amniotique au niveau des cul-de-sac vaginaux. Le toucher vaginal, donc on le répète toujours, ça doit être très prudent et de manière non répétitive, c'est surtout donc lors du diagnostic. Et on ne va pas quand même s'amuser surtout par le signe de Tarnier. Si on fait un refoulement de la présentation, donc on aura un écoulement du liquide amniotique. Il faut faire attention parce qu'il y a un risque important de procidence du cordon ombilical. Donc, si on a un écoulement qui est formellement indiqué, donc formellement identifié, pardon, donc là, on est donc devant le diagnostic, on va faire aucun test. Le problème donc, se pose en cas d'incertitude diagnostique où il y a un écoulement difficile à repérer. Donc, dans ce cas-là, on préfère plutôt le recours au test diagnostique biologique que de garder la patiente en période de surveillance. Donc, cette question de test, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui est ancienne. Donc, ça date de 1927. Donc, le premier examen, c'était le pH vaginal. Donc, le test anénitrazine. Beaucoup d'examens ont été faits tout au long de l'histoire jusqu'à les cytokines en 2012. Donc, on va les voir par la suite un à un. Pour l'échographie, donc c'est un examen qui a l'avantage de l'innocuité, sauf que ce n'est pas assez pertinent. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un oligoamnios dans d'autres situations, surtout en fin de grossesse, en cas de retard de croissance intra-utérin, et de même, on peut avoir un écoulement liquidien qui est modeste, et pourtant on a un liquide amniotique
qui est en quantité normale. Donc, il n'y a pas en plus une corrélation satisfaisante entre utiliser l'index amniotique ou bien la grande citerne avec niveau de preuve 4. Le test d'évaporation, donc, il consiste à faire un frottis des sécrétions sur une lame, puis les chauffer. Donc, si jamais on a un liquide amniotique, on va avoir un enduit qui est blanchâtre. Donc, la sensibilité et la spécificité de ce test sont opérateurs dépendants et c'est pour ça que ce test il a été rejeté. Le test de cristallisation, par la suite, donc ça consiste à observer au microscope donc sur une lame enduite de sécrétion cervicale sans coloration. Donc, on va sécher et attendre entre 10 et 60 minutes et par la suite, on va voir au microscope. S'il y a une rupture prématurée des membranes et du liquide amniotique, donc il y a des structures en feuille de fougère, c'est le Fern test, qui signe la présence du liquide amniotique. Il y a une sensibilité médiocre avec une spécificité de 75 à 80%. De plus, il y a des risques de faux positifs, surtout avec les empreintes digitales ou bien n'importe quelle autre contamination. Et c'est pour ça que ce test aussi a été rejeté. Les tests cytologiques, donc ça consistait à rechercher des cellules fétales dans les sécrétions vaginales, donc repérer des cellules fétales dans le liquide amniotique. Il y avait beaucoup de colorations donc, tout au long de l'histoire, le bleu de Nil, le pinacyanol, l'éosine aqueuse. Donc le problème, c'est que dans le liquide amniotique, il n'y avait pas une concentration suffisante des cellules fétales avant 32 semaines, donc il y a un risque de faux négatif. De plus, donc, la sensibilité n'est pas fameuse, elle est entre 60 et 80%. Donc, idem, ces tests ont été rejetés. L'injection de colorant intra-amniotique, donc si vous voyez dans la littérature, on parle toujours du gold standard théorique. Ça consiste à injecter du colorant au cours d'une amniosynthèse donc, et repérer donc l'éventuelle rupture prématurée en plaçant un tampon vaginal et on va voir par la suite, donc on va examiner ce tampon et si jamais il y a une rupture prématurée, il y aura donc une imbibation avec coloration de ce tampon. Il y a un risque très important d'induire une infection, c'est de l'iatrogénie, donc bien évidemment, ce test est absurde, c'est du non-sens. Donc ça reste toujours du théorique. Les tests biochimiques, donc il y a beaucoup de tests, à commencer par le pH vaginal à plusieurs marqueurs. Donc, le pH vaginal, c'était le premier test dès 1927. Donc, le pH vaginal, il est acide, donc, et le liquide amniotique, il est alcalin. Donc, en cas d'RPM, donc il y aura le pH va devenir donc alcalin. Sauf qu'il y a 20% de faux positifs lorsqu'il existe du mucus, du sang, du sperme ou une infection cervicale. Les marqueurs biologiques, donc pour utiliser un marqueur biologique, idéalement ce marqueur, il doit être spécifique du liquide amniotique, donc on ne trouve pas ce marqueur dans d'autres liquides biologiques, présent à tous les âges gestationnels. Donc, pour détecter une RPM à n'importe quel âge gestationnel, de dégradation lente, donc il est facile à détecter, et avec un faible seuil de détection. Idéalement, une technique simple, peu coûteuse et disponible, et finalement avec faible faux positif et faible faux négatif. On va commencer par la diamine oxydase. C'est une enzyme qui est synthétisée par le placenta et détectable dans le liquide à partir de 20 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est une bonne méthode, sauf que la détection se fait en utilisant un substrat radioactif. Donc, il faut un laboratoire assez spécialisé. Cette technique, elle a une bonne sensibilité avec une excellente spécificité qui approche les 100%. Donc, on a abandonné cette technique à cause du plateau technique qui est spécialisé. L'alpha-fétoprotéine, elle est synthétisée par le foie fœtal et excrétée dans les urines fœtales. Donc, elle gagne quand même le compartiment maternel. Elle est présente dans le liquide amniotique dès le premier trimestre, maximale vers 24 semaines d'aménorrhée, puis elle diminue progressivement. Le taux sérique maximal, il est entre 28 et 32 semaines
elle a une bonne sensibilité et spécificité, sauf qu'il y a les risques de faux positifs s'il y a une contamination avec le sang maternel. Il y a d'autres marqueurs aussi qui ont été identifiés, la bêta-ACG, la prolactine, l'urée, la créate, la thyroxine et les lactates, sauf que, donc on parlait tout à l'heure de la spécificité du marqueur idéal. Tous ces marqueurs se trouvent donc dans le compartiment maternel, donc il y a un risque assez important de faux positifs. La fibronectine, donc c'est une protéine de liaison dans la matrice extracellulaire. Elle était donc à un moment donné, elle était à la mode dans la détection et le diagnostic de la rupture prématurée des membranes. Actuellement, elle est délaissée, mais elle est un marqueur d'excellence du risque de prématurité. Passons maintenant à l'insuline-like growth factor binding protein 1, c'est une protéine qui est synthétisée donc par l'aqueduc, mais aussi par les foies maternelles et fétales. Elle a une concentration amniotique croissante dès le début de la grossesse. Elle est absente dans les sécrétions vaginales de l'urine et du liquide séminal, donc une bonne sensibilité. Sa concentration dans le liquide amniotique, elle est 400 à 700 fois plus importante que dans la sécrétion maternelle, et elle n'est modifiée ni par l'entrée dans le travail, ni par les infections. En plus, c'est un test qui est chromatographique. Il a une bonne sensibilité et une très bonne spécificité, donc qui avoisine les 98%. Et c'est un marqueur qui a conduit au développement et à la commercialisation d'un très grand nombre de tests qui sont utilisés en pratique clinique. C'est un test qui est approuvé. Il y a beaucoup de marques, l'EasyProme, l'Actimprome, l'AmnioQuick et l'AmnioSign. En plus, c'est un test qui est d'interprétation assez facile. Donc, on peut le faire soit donc à l'aide d'un spéculum ou sans spéculum. Donc, c'est un écouvillonnage. Et par la suite, donc, on va préparer un petit liquide où on va imbiber donc, l'écouvillon. Avec une interprétation donc assez facile, on est familiarisé à ce genre, surtout après la pandémie du Covid. Le placental alpha-1 microglobuline 1 aussi, c'est une glycoprotéine placentaire. Donc, sa concentration est estimée, donc l'avantage, elle a une concentration qui est estimée comme étant beaucoup plus élevée dans le liquide amniotique, avec un seuil de détection qui est très faible. Donc, il est estimé à 5 nanogrammes. Donc, c'est la même technique à l'aide d'un écouvillonnage. Donc, on va faire, c'est la même technique que le PROM test. Une excellente sensibilité et spécificité de 99%. Également, une valeur prédictive positive et négative de plus que 99%. Donc, ça paraît quand même un marqueur idéal. Sauf qu'il y a donc un risque de faux positif, surtout lorsqu'il y a des saignements pathologiques de la grossesse, et des risques de faux négatifs, surtout lorsque la rupture prématurée dépasse les 12 heures. Bien évidemment, c'est un test qui est approuvé. Donc, on a pensé aussi à faire une combinaison entre les tests dans le but d'améliorer donc la sensibilité, sauf les études ont montré qu'il n'y a pas un bénéfice clinique. La combinaison a été faite surtout entre l'alpha-fétoprotéine et le PROM test. En 2012, donc 2012-2013, il y avait la découverte de cytokines, donc qui était avec une concentration qui était beaucoup plus importante dans le liquide amniotique. C'est une approche immunologique, mais aucun test n'a été élaboré et aucun test n'est disponible en routine pour détecter les cytokines. Donc, pour l'efficacité de ces tests, la comparaison n'est pas assez aisée. On a dit que le gold standard, c'était l'injection intra-amniotique de colorant, mais c'est quand même invasif. Le silver standard, c'est l'étude de dossier a posteriori, mais nous, on a besoin d'un diagnostic actuel. Donc, la littérature, il y a beaucoup d'études dans ce sens.
Donc, pour la comparaison, il y avait une étude, donc une revue systématique de la littérature qui a comparé la performance du pH, de l'alpha-fétoprotéine et du PROM test, et il n'y avait pas d'argument pour recommander un test par rapport à un autre. Donc, pour la performance des tests PROM test et AmnioSure, donc beaucoup de méta-analyses ont été faites dans ce sens. Il y avait une meilleure sensibilité et spécificité pour l'AmnioSure dans le contexte d'écoulement clinique ambigu, avec niveau de preuve 4. De même, cette méta-analyse en 2014, comportant 17 études, a montré une différence de performance qui n'est jamais significative. Donc, idem pour d'autres études. Donc, la comparaison, il n'y avait pas une différence significative. Donc, s'agit-il donc en fait d'une polémique, surtout qu'on a remarqué que la séquence N-terminale de 15 acides aminés pour l'AmnioSure est reconnue comme correspondant à l'autre test, au PROM test. Donc, la seule différence, c'est qu'il y a donc un taux de détection qui est beaucoup moins élevé pour l'AmnioSure, mais finalement, les protéines ne sont pas différentes. Donc, le cutoff le plus important, le moins faible et le plus important, c'est de l'AmnioSure. Autre chose, il y a aussi un risque de faux positif. Donc, cette étude a montré que ces deux tests, à savoir l'AmnioSure et le PROM test, ont été positifs en l'absence de RPM dans des contextes de menace d'accouchement prématuré ou d'accouchement imminent. Mais finalement, en fait, aucune étude ne s'est intéressée à mettre en évidence une réduction de la morbidité maternelle ou néonatale grâce à l'usage de ces tests. Pourtant, c'est assez important à démontrer. Donc, le choix est difficile, mais finalement, les trois tests gardés, c'est le pH vaginal et PROM test AmnioSure. Donc, pour conclure, au total, il y a deux types de patientes. Les premières patientes où on n'a pas de problème, celles qui ont une RPM franche. Donc là, le diagnostic, il est posé sans aucun problème. Le problème, c'est surtout en cas de doute. Première intention, on va faire un pH vaginal. Si c'est négatif, donc l'RPM est a priori éliminé. Sinon, on va pratiquer soit l'AmnioSure, soit le PROM test, qui ont une meilleure sensibilité et spécificité. Si ces tests sont négatifs, donc l'RPM, elle est très peu probable, mais ça ne doit pas être le seul argument. On a vu donc une étude a publié qu'il y a des faux positifs en cas de modification cervicale. Le pronostic des fuites hautes peu abondantes, transitoires, donc de diagnostic difficile, sont meilleurs. Pourquoi? Parce que ces petites brèches peuvent se colmater après un certain temps, mais il faut quand même rester vigilant. Donc, idéalement, dans le futur, c'est un test précis, test facile à réaliser et bien sûr, pourquoi pas, réalisable à domicile, puisqu'on parlait dès la première séance de la possibilité d'une surveillance ambulatoire de ces patientes. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Hajer Bettaïb, pour cette présentation sur les diagnostics. Il faut dire que le diagnostic positif de la RPM, le plus souvent, est clinique. Il y a quelques cas qui nécessitent quand même de s'assurer est-ce que c'est des liquides amniotiques ou pas, et d'où l'intérêt de ces tests. Et comme vous avez déjà vu qu'il y a énormément de tests, on n'a pas vraiment le choix et on n'a pas une recommandation qui dit tel test mieux que l'autre, malgré que tout a été présenté d'une manière bien faite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant les diagnostics de la rupture prématurée de membrane? C'est peut-être très clair ou très difficile à comprendre. Moi, je voudrais vous poser une question. Selon le nombre de tests approuvés, quels sont les tests qui sont pratiqués en Tunisie? Je ne sais pas si votre communication a été basée sur des données scientifiques pour la Tunisie ou non. Bon,
c'était basé surtout sur des recommandations internationales. Donc, mais je sais que ces tests sont disponibles en Tunisie, surtout pour l'amnios. Ils ne sont pas toujours disponibles en milieu hospitalier, mais dans les structures privées. Donc, je sais que ces tests sont disponibles. Mais c'est cher, oui. C'est assez cher quand même.